Bonjour à tous, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur et spécialiste en éthique et en anthropologie de la santé. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Un titre peut peut-être vous paraître étonnant, mais l'idée est de remettre au milieu de la table les questions relatives à la mort, à la fin de vie, à notre souffrance face à cette finitude, et puis nos différentes réactions qui consisteraient à vouloir soit hâter les choses, soit au contraire à aller jusqu'au bout, d'accompagner jusqu'au dernier souffle ce qui reste de vie pour essayer de lui donner un sens. Et en tant que réanimateur, je me suis beaucoup intéressé à la question des soins palliatifs, à la question des limitations thérapeutiques, des différentes lois relatives à la fin de vie, qu'elles soient les lois Leonetti, Claes-Leonetti. Et vous savez qu'aujourd'hui, à l'agenda parlementaire se trouve la proposition de loi Falorni qui a déjà été votée par les députés et qui consiste l'aide active à mourir, dit autrement le suicide assisté et l'euthanasie, et que il y a un cran plus loin, on va dire, par rapport à toutes les lois antérieures, et que ça ne va pas s'en poser de questions et que la démocratie sanitaire doit évidemment s'en emparer. Ça nous concerne tous et chacun, parce qu'on va tous mourir, vous le savez. Et donc j'ai la chance de recevoir pendant tout l'été des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des accompagnateurs de soins palliatifs, des infirmiers, des gens qui réfléchissent, philosophes ou anthropologues ou sociologues, autour de tous ces sujets pour essayer d'en donner encore plus de relief, d'en cerner des contours de plus en plus vastes, pour voir que loin d'une réflexion univoque qui opposerait strictement des pro-life, anti-tout, à des pro-choice progressistes qui enfin nous libéreraient du carcan des étriqués de nos limitations morales induites par la civilisation chrétienne. C'est moins simple que ce qu'il y paraît, et chacun doit avoir voix au chapitre pour essayer qu'on s'enrichisse les uns les autres plutôt que de rester enfermé dans des opinions euh, qui en plus sont parfois les opinions de gens bien portants, en pleine santé, et qui concernent leur peur finalement plus que la réalité pratique de ce qui se vit chaque jour pour les citoyens. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Rémi Vatremesse. Bonjour Rémi, tu vas bien? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, cher Louis. Tout va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Je vais essayer de te présenter succinctement, et puis je te redonnerai la parole pour que tu corriges. Mais finalement, une sorte d'électron libre de l'Internet qui a de multiples casquettes à son arc et de multiples talents, et qui a toujours essayé de regarder ce qui nous arrivait et les faillites, les beautés de notre société avec un regard un petit peu amusé, ou en tout cas en essayant d'avoir toujours le sourire au coin des lèvres, même sur les choses les plus difficiles. Et donc là, on est sur un sujet qui évidemment pourrait paraître grave, où on pourrait tous tirer la tronche. Et tu as décidé toi aussi de s'emparer de ce sujet, de t'emparer de ce sujet. Non seulement dans des émissions que tu fais dans ton média qui s'appelle Juste Milieu, mais tu as aussi été aussi éditeur de revues et rédacteur en chef. Moi, je connais Le Banquet, mais il y en a d'autres. Et il y a toute une sorte de galaxie du juste milieu. Est-ce que tu veux bien nous présenter ça en quelques mots avant qu'on discute de notre sujet? Avec plaisir. Merci déjà pour tous ces mots. Je n'ai rien à corriger, c'est parfait. Alors, l'idée du juste milieu, c'est ça, c'est l'actualité avec le petit pas de côté de l'humour, quel que soit le sujet, considérant l'humour comme le meilleur moyen de regarder un sujet autrement. Rire d'un sujet, ça ne le rend pas plus grave ou moins grave. Ça permet juste de prendre un autre angle, de dégonfler peut-être à un moment donné l'hystérisation, dégonfler les émotions et se contenter de le voir de le voir autrement. Alors, on essaie effectivement de le faire à travers les vidéos. On a un rendez-vous aussi sur Twitch qui s'appelle le Juste Bistrot, donc qui est un rendez-vous en direct tous les jours de la semaine à 16h45. Et les revues, Juste Mensuel, qui est la revue de l'équipe Juste Milieu. On est 3 aujourd'hui. Et Le Banquet, qui est une revue d'idées. C'est un concept que je voulais ressusciter, qui se faisait beaucoup au 19e et au début du 20e siècle, qui est la revue d'idées, où dans un même magazine, mensuel en l'occurrence, vous avez plusieurs intervenants qui vont parler de sujets qui n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne éditoriale, il n'y a pas de thèmes imposés, il n'y a pas d'idées imposées. Chacun arrive avec son sujet. Donc on peut parler de cinéma, de géopolitique, de féminisme. On peut parler de tout dans cette revue, avec parfois des intervenants qui vont se contredire, qui vont traiter le même sujet de manière différente. Donc c'est un peu la même démarche, toujours regarder le réel avec le pas de côté, à la fois de l'humour, à la fois du format, parce que le format écrit, on disait que ça avait disparu, et ben non, on a plein de lecteurs qui sont fidèles et qui sont au rendez-vous et qui ont la joie de découvrir un peu tout ça. Donc on travaille à fond, on a la chance d'avoir des super intervenants dans le banquet dont tu as fait partie. Merci encore, cher Louis. Donc voilà un peu l'idée de juste milieu, c'est en permanence ce pas de côté
essayer de regarder les choses avec un peu plus de légèreté, avec un angle différent, et surtout en n'oubliant pas qu'on a beaucoup plus intérêt à regarder les choses ensemble qu'à les regarder de manière séparée, à considérer à chaque fois les points de vue qui vont nous opposer les uns aux autres. Ça fait du bien aussi de se dire que parfois, voilà, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Voilà. Il y a tout ce travail intellectuel finalement, d'un intellectuel, mais en essayant d'y mettre de l'humour, l'humour n'empêchant pas la profondeur, au contraire, mais permettant peut-être d'y aller de manière plus douce, plus souple, sans la refuser justement, parce que l'humour nous fait comme une sorte de protection face à la gravité de tout ce qui se passe. Mais toi, tu es aussi au contact du réel, comme tu dis, non seulement de l'actualité, de la politique, des faits sociétaux, mais parce que tu vas à la rencontre des citoyens sous la forme de spectacles. Est-ce que tu peux nous dire un mot de spectacle? Je crois que c'est Zinzin, c'est ça s'appelle? Absolument, absolument. Mon tout premier spectacle Zinzin, donc, qui est à la fois la réalisation d'un rêve, celui de monter sur scène et de justement poursuivre la démarche de juste milieu de l'actualité par le rire. Et surtout, le Graal, la cerise sur la cerise sur la cerise sur le gâteau, c'était de rencontrer les gens qui font la communauté juste milieu, parce que sans eux, sans les spectateurs, je suis un mec en chemise bleue qui fait des blagues devant un smartphone, donc c'est quand même plutôt léger comme projet. Donc c'était un vrai bonheur de pouvoir aller serrer des mains, faire des câlins, faire la bise à des vrais gens dans la vraie vie. Et donc après chaque spectacle, le but c'est celui-là, c'est quoi là, il y a le spectacle qui dure environ 1h40, et après il y a toujours 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, jusqu'à plus soif, de rencontres où on passe du temps ensemble, je rencontre les gens, mais surtout, et c'est le vrai bonheur, les gens se rencontrent entre eux. On est dans un bar, ou le bar du théâtre, ou un bar non loin de là où je joue le spectacle, et les gens se rencontrent entre eux en disant, bah tiens, toi tu habites à Clermont, moi aussi, on habite à Trois-Rues, il y a un vrai moment de rencontre, et ça permet, voilà, de garder ce contact-là, parce que faut le préciser, comme voilà, il fallait fut un temps préciser les conflits d'intérêts. Moi aujourd'hui je vis en Suisse, donc j'insiste lourdement là-dessus. J'ai fait mes études en France, et à la fin de mon diplôme à l'école de commerce de Toulouse, je devais faire 6 mois à l'étranger, et comme je suis excellent en langue étrangère, je suis parti en Suisse francophone, et je suis tombé amoureux du secteur, pas que, j'ai rencontré mes copains, j'ai rencontré Madame Milieu là-bas. Et je tiens à préciser que Juste Milieu c'est bien développé avec le Covid. Paradoxalement, ça a été une bonne période pour le développement de Juste Milieu. Mais je n'ai pas vécu de plein fouet ce que je dénonçais. J'étais en Suisse, là où il n'y avait pas de confinement strict comme en France. Il y avait les histoires d'essentiel, non essentiel, mais je ne vivais pas directement ce que je dénonçais. Ce qui m'a permis justement d'avoir ce pas de côté de l'humour, de le traiter peut-être avec plus de légèreté, ce que beaucoup des spectateurs n'ont peut-être pas pu faire, ou en tout cas pour qui c'était plus dur. Donc je tiens à préciser ce conflit d'intérêts qui existe encore aujourd'hui, j'y suis toujours. Voilà, je vis en Suisse, donc je dénonce des choses que je ne vis pas directement. Je préfère être très clair là-dessus. Et le contact avec le public, quand je viens la plupart du temps en France, pour la tournée, bah, ça me permet de garder un pied dans le réel en étant conscient, on va dire, de ce conflit d'intérêts, disons. Voilà. Alors moi, je trouve que le travail que tu fais est extraordinaire et très important, parce que c'est un travail intellectuel, un travail de décortiquage finalement de ce qui nous arrive collectivement, mais sans pédanterie, sans excès de complexe de culture, sans références trop importantes. Donc tu es à la fois un intellectuel, mais on pourrait dire baigné de culture populaire. Et il y a cette idée du juste bistrot, comme tu dis, en fait, cette culture du bistrot peut-être, et qui est une espèce de sagesse populaire très profonde quelque part. Ah, clairement, bah, merci beaucoup, une fois de plus, merci, cher ami. Oui, mais parce que je pense que c'est un peu la bonne vieille phrase de Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et ces derniers événements qu'on a pu vivre depuis le Covid, mais même avant, ce qu'on a appelé complotisme, ce que les médias ont appelé complotisme, malheureusement ou heureusement, la plupart du temps, c'était du bon sens. De constater qu'un masque était inutile en jour 1 et que 15 jours après, il devenait indispensable, ça n'existe pas dans la vraie vie, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont comme ça. C'est pas un appel à la simplicité permanente de dire ne faites que confiance à votre bon sens, mais juste de dire que on s'est noyé dans des élans d'analyse, de discours, de commentaires, de surcommentaires, de contre-commentaires, mais parfois on est rappelé au bon sens de choses qui n'existent pas dans la vraie vie. Je prends l'exemple de la gestion économique de la France. On a Emmanuel Macron aux manettes qui a entraîné plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires aujourd'hui. Pour rappel, la dette de la France était à 100 milliards en 1981 sous Mitterrand. Aujourd'hui, on est à 3400, même un petit peu plus au moment où je vous parle. Bon, pourtant, depuis 40 ans, ce sont les mêmes gens qui sont aux manettes, qui vous disent non, non, mais c'est vrai qu'on a un petit peu abusé, mais là maintenant, on va serrer les boulons, votez pour nous, on a compris le truc.
Ben ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est pas une question de complotisme ou de couleur politique ou de bagage culturel. Juste de dire que dans la vraie vie, un gestionnaire de PME qui multiplie sa dette par 32, ben il est viré en fait parce qu'il est nul. C'est terrible, mais c'est comme ça. Bruno Le Maire a été en poste depuis 2017 avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il est responsable de l'augmentation de la dette de 1000 milliards. C'est clair, il était aux manettes, c'était son poste. Bon, ben, dans la vraie vie, ça n'existe pas. En 7 ans, vous multipliez la dette de votre entreprise de manière proportionnelle, vous êtes viré et vous êtes à la porte parce que vous avez mal géré. Donc, merci une fois de plus pour tes gentils commentaires, mais l'idée, en fait, c'est parce que j'ai le temps de le faire, c'est de lire, d'essayer de me renseigner, de lire beaucoup l'actualité notamment, pour proposer des analyses aux spectateurs et aux gens qui font la communauté juste milieu, en donnant peut-être un peu plus de matière, un peu plus de billes, peut-être intellectuelles, peut-être des billes d'actualité tout simplement de ce que nous disent les journaux, et surtout en disant aux gens, engagez-vous, faites confiance à votre bon sens, mais un bon sens sourcé, renseigné, que vous aurez travaillé. Fuir la légèreté du simple commentaire, accepter le bon sens et renforcer tout ça avec un petit peu d'éléments, de sources qui feraient pâlir d'envie tous les fact-checkers. Ah ouais, merci pour tout ça. Cette idée de l'humour reste très importante dans tout ton travail. Et puis, la proposition de loi Falorni est arrivée en France et toi, tu as pris un peu le mort aux dents, c'est-à-dire que tu as décidé d'en parler, alors que la plupart des gens sont pas au courant. Hein, simplement, je le dis à notre public, si vous demandez aux médecins actuellement, cela concerne au premier chef, hein, on va dire que 90% des médecins qui travaillent en réanimation ou à l'hôpital sont pas au courant. Ils savent même pas que la proposition de loi a été votée, qu'elle a été discutée. Ils connaissent pas les amendements ni rien. Il y a comme deux mondes complètement disjoints, quoi. L'ordre du jour du Parlement n'a plus rien à voir avec les préoccupations quotidiennes des citoyens et parfois ils sont pas du tout au courant. Pourquoi tu as décidé de t'occuper de cette question-là? Bah, là encore, en fait, pour être tout à fait transparent vis-à-vis de nos spectateurs, je ne suis pas touché directement par cette question. Je n'ai jamais eu dans ma vie de situation d'euthanasie ou de personnes en fin de vie que j'ai dû accompagner de près ou de loin. Donc vraiment, je ne propose. C'est en tant que citoyen que j'ai réagi. Vraiment en tant que citoyen. Et même aujourd'hui, avec Juste Milieu, je suis un citoyen qui donne son avis. Je ne suis pas journaliste. C'est un métier que je respecte, qui a une véritable charte, une vraie déontologie. Il y a de mauvaises personnes qui font du journalisme, mais le journalisme n'est pas mauvais en soi. Et donc, c'est juste que ce sujet m'a frappé. Donc, ça a commencé au milieu de l'année 2024. Hein. Il faut rappeler que le débat autour de cette loi sur l'aide à mourir, on va prendre le terme communément accepté, a commencé au milieu de l'année 2024. Et les débats ont été interrompus avec la fameuse dissolution d'Emmanuel Macron au soir des résultats du premier tour des européennes 2024. Et donc, ça marche comme ça à l'Assemblée nationale, tout sujet qui est étudié, en cas de dissolution, on repart à zéro et il faut une nouvelle fenêtre parlementaire, fenêtre qui s'est ouverte en avril 2025. Et dès l'année dernière, ça m'avait interpellé parce que j'y voyais une continuité directe avec le Covid. Pour oser peut-être l'expression, je l'ai qualifié assez vite d'effets secondaires invisibles. C'est-à-dire, il y a ce que les gens vivent concernant les effets secondaires, les vrais. On a évidemment une pensée pour eux et on leur envoie tout notre soutien. Mais il y a aussi des effets secondaires invisibles sur la société, de manière peut-être structurelle. Et on a vu avec le Covid au début, alors c'est vrai qu'on a applaudi les soignants, les casseroles, tout le tintouin, on s'en rappelle, en première ligne, les soldats, bon, c'était pour mieux les abandonner quelques mois plus tard, mais bon, ça, on ne va pas refaire la choucroute, on est tous au courant là-dessus. Mais il y avait surtout la volonté, on l'a vite compris au moment du Covid, de financiariser la santé des gens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui coûtent, il y a ceux qui occupent des lits, il y a ceux qu'on peut soigner parce que ça reste rentable. Et on a vu entrer des termes de Startup Nation, des termes de management, des termes de comptabilité pour parler de la santé des gens. C'est-à-dire, du jour au lendemain, il y avait ceux qui méritaient d'être soignés, donc les vaccinés. Par exemple, on rappelle la tribune du professeur André Grimaldi en 2022 dans le journal du dimanche, qui avait dit les non-vaccinés, il ne faut peut-être pas les prendre dans les urgences. Mais c'était une tribune pour réfléchir. On a entendu parler de gens qui occupaient des lits. Voilà, il y avait des bonnes manières d'occuper des lits, il y avait des manières qui faisaient un peu cramer la calculette, donc ça devenait moins bien. Ça nous a choqués, puis ça s'est estompé parce que malheureusement, on passe à autre chose et puis tout le monde a repris un peu le cours de sa vie. Mais avec la question de l'aide à mourir, je trouve qu'on a vraiment remis sur la table ces notions-là de financiarisation de la santé. Parce que ce projet, on peut mobiliser toutes les grandes valeurs et on en parlera sûrement tout à l'heure, les grands mots, on va mobiliser des termes d'éthique, de dignité, des grands termes très importants. Hein. Mais il y a surtout un aspect financier.
C'est-à-dire qu'il y a une note d'un institut qui s'appelle Fondapol en février 2025 qui estimait le coût de l'euthanasie, les économies possibles par l'euthanasie, à 1,4 milliard par an. Et là, on comprend qu'il n'y a pas que des intentions de dignité, d'accompagnement, d'aide et je ne sais quelle valeur. Il y a aussi, moi je dirais surtout, mais ça n'engage que moi, une visée économique, une visée néolibérale d'aller jusqu'au bout de la financiarisation de la vie des individus. Donc, quand votre système de santé que vous avez abandonné à l'issue du Covid, qui était déjà pas très bien en point avant, mais bon, quand vous l'avez abandonné, que vous n'avez pas donné les moyens promis au début du Covid, alors que ça avait été une alerte qui montrait bien qu'on n'était pas prêt, bon, bah, ce système continue de s'écrouler gentiment. Quoi de mieux qu'un malade? C'est un mort. C'est très rude ce que je dis. Et je le redis, je parle de choses que je ne connais pas comme toi, cher Louis, de par ton métier, de par ton activité. Donc, j'ai une forme de légèreté dans les termes parce que je ne connais pas profondément la gravité du sujet. Mais pour autant, sur la réalité économique, ce qui coûte moins cher qu'un malade, c'est quelqu'un qui n'est plus à soigner. Donc, pour moi, c'est ce que permet l'euthanasie. Et c'est vraiment cet élément-là, cet aspect-là, qui m'a poussé en tant que citoyen, à essayer de mobiliser et surtout de faire accéder l'information auprès des gens. Comme tu l'as dit, les gens sont peu ou pas au courant parce que les médias mainstream en ont parlé, à grand renfort de propagande, on y viendra peut-être, notamment cette association, l'ADMD, ouvertement franc-maçonne et qui avait pignon sur rue. Il y a eu très peu de débats sur cette question-là. Et les gens ne sont pas au courant, alors qu'on parle clairement de la disparition de proches, de jeunes, d'anciens. Quelqu'un comme Sandrine Rousseau a évoqué la question de l'euthanasie pour les mineurs, par exemple, ou pour les étrangers aussi. Ce qui est, voilà, Jean-Marie Le Pen n'osait pas en rêver, Sandrine Rousseau l'a fait. Donc, ce sont tous ces éléments-là, finalement, qui sont autour de la question de l'euthanasie, qui m'ont poussé à me mobiliser. Parce que, et pour finir là-dessus, j'ai été un petit peu long, pardon, l'euthanasie est une question intime, personnelle, où il n'y a pas de bon ou de mauvais avis. Chacun a son opinion sur le sujet et chaque opinion est respectable. C'est pour ça que je tiens à préciser que je parle vraiment de tout ce qu'il y a autour de l'idée même d'euthanasie qui a été instrumentalisée pour pousser un agenda politique, économique, voire moral. Et c'est vraiment là-dessus que je me mobilise. Je ne me mobilise pas contre ou pour l'euthanasie. Ouais, je comprends dans ce que tu dis que finalement, il y a quelque chose qui s'est révélé au moment du Covid. C'est que il y a comme un vernis d'entraide, de fraternité au sein de notre société qui a craqué d'un coup et où sont apparues des lignes de force qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus liées à un utilitarisme économique désignant ceux qui étaient productifs, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont essentiels, ceux qui ne le sont pas. Vous êtes artiste, ça sert à rien, bon merci. Vous êtes, par contre, vous faites ci ou ça c'est très important. Et que on est un peu dans la continuité, dans une sorte d'inertie par rapport à ce moment-là où le vernis craque. Et effectivement, le vernis de cette loi, c'est de convoquer des grandes valeurs éthiques sur l'accompagnement de la fin de vie. On fait appel à la fraternité pour ne pas laisser souffrir nos frères et sœurs humains qui seraient dans une maladie d'une particulière gravité où on n'arrive pas à soulager les souffrances. Mais toi, tu y vois plutôt un outil législatif très utile pour manager de manière économique la société, c'est ça? Comme si, ça y est, nos dirigeants étaient devenus un peu les pilotes d'une entreprise, quoi, de la Startup Nation. Et là, il fallait faire des économies, quoi. Absolument. C'est vraiment mon cheval de bataille là-dessus parce que un peu comme un meuble maléfique, comme on connaissait dans les dessins animés à l'époque de Chair de Poule, par exemple, ce texte de loi de l'aide à mourir est un meuble maléfique où dans chaque tiroir se cache un sortilège particulier. Je prends cette petite métaphore pour inviter les gens vraiment à lire le texte tel qu'il avait été voté à l'Assemblée nationale. On attend d'ici fin septembre, début octobre, l'étude du côté du Sénat. Donc la lutte est loin d'être terminée contre ce texte. Mais il y a plein d'aspects où dès qu'on cherche un petit peu, on se dit mais c'est pas possible, ils n'ont quand même pas voté ça. Je pense par exemple à l'article 17 qui instaure concernant l'aide à mourir un délit d'entrave. C'est-à-dire, la loi prévoit que vous ne pourrez pas tenter de dissuader quelqu'un d'avoir recours à l'aide à mourir. C'est-à-dire, demain, quelqu'un de votre entourage, votre oncle, je dis n'importe quoi, votre tante, qu'importe, vient de divorcer, mauvaise passade, on connaît tout ça, c'est pas cool, c'est dur, ça peut mettre dans des états de dépression, ça peut créer des problèmes psychologiques lourds. Cette personne vous dit, bon bah, je veux en finir, de toute façon un dispositif existe, ça a été voté, c'est l'État, il y a le tampon Marianne. Légalement, en tout cas d'après ce qui est prévu aujourd'hui dans le texte, c'est pour ça que je vous invite véritablement à le lire dans les termes, vous n'aurez pas le droit de dire, écoute, Michel,
on prend un café, souffle un coup, viens, on discute, on va aller à la plage, je vais essayer de te changer les idées, on va faire quelque chose. C'est-à-dire que l'idée même d'accompagner, d'aimer quelqu'un, d'aider, cette idée-là devient ce qui s'appelle une entrave. Donc, ça, c'est par exemple l'un des nombreux tiroirs maléfiques, pour reprendre cette petite métaphore, qu'il y a dans le texte. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense par exemple à c'est le journal du dimanche du 25 mai 2025 qui nous avait expliqué ça concernant le consentement. Le consentement d'une personne demandant l'aide à mourir. La demande pourra être écrite, mais le texte de loi prévoit qu'elle pourra également être faite, je cite, par tout autre mode d'expression. On ne sait pas, ça n'est pas défini. Tout est comme ça dans ce texte de loi. C'est que on a parlé dans les médias mainstream de termes spécifiques sur les conditions d'accès, par exemple. On a focalisé le débat sur ça, mais il y a beaucoup de zones d'ombre, de choses qui ne sont absolument pas définies. Par exemple, un autre élément, toujours dans c'est le journal du dimanche qu'on avait parlé il y a peu de temps, on apprend qu'un magistrat n'aura pas le droit de vérifier le consentement du patient en cas d'euthanasie. Et ce, afin d'éviter les abus de faiblesse, ce qui se fait pour le don d'organes, par exemple. Pour le don d'organes, un magistrat a tout à fait le droit de vérifier le consentement. Pour l'aide à mourir, tel que le texte est rédigé aujourd'hui, ça n'est pas prévu. Donc, ça fait partie de toutes ces failles où quand on creuse dedans, on se dit, mais le but n'est pas que d'aider les gens en fin de vie qui sont dans des situations terribles. Ce qu'on peut entendre légitimement au début, et je le redis, chacun aura son opinion là-dessus. Mais quand on creuse, on voit bien que le sujet n'est pas que celui-là. Parce qu'on s'est reposé sur la notion de droit. On dit aux gens, mais oui, mais c'est le droit à mourir. C'est le droit. Donc, qui pourrait s'opposer au droit de quelqu'un? Sauf que ce droit, tel qu'il est proposé dans la loi qui a été étudiée à l'Assemblée nationale, offre, pour ceux qui ne veulent pas l'aide à mourir, offre le droit de ne pas avoir de droit. C'est-à-dire que c'est un peu je joue sur les termes, mais si on lit le texte de loi, on peut se dire, bah oui, mais au moins c'est le droit, c'est important. Oui, mais vous n'aurez pas le droit de vous y opposer. Donc, on est en train d'encourager un texte avec l'argument du droit, alors qu'il supprime les droits de l'accompagnement, les droits de l'aide, les droits de l'amour, tout simplement, pour un ami ou un proche qui pourrait faire une erreur en faisant ça. C'est d'ailleurs Philippe Juvin qui avait rappelé que c'est une statistique qu'il avait mise en avant. 3% des personnes sur les 3% des personnes qui demandent l'aide à mourir, une fois que vous les soumettez à des réflexions, vous les accompagnez, il n'y a plus que 0,3% qui veulent véritablement avoir accès. Donc on voit bien que tout ça est compliqué et que l'accompagnement peut faire réfléchir et changer la donne. Ouais, Philippe Juvin qui avait pris des positions étonnantes pendant le Covid, mais qui là a un peu redoré quelque part son blason en essayant de nous faire réfléchir sur un peu les détails de cette loi qui, comme on dit, le diable est dans les détails. Hein. C'est-à-dire que souvent on nous brandit des grands arguments. Il y a, comme tu l'as dit, toute une propagande autour de cette aide à mourir qui est, pour ceux qui ont vu clair dans le Covid, effectivement, quand vous revoyez ça, vous dites tiens, quelle est l'intention, quoi? Est-ce que vraiment c'est juste notre bien? Vous savez, il y a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est qu'on prête à nos dirigeants. On veut ton bien et on l'aura. Et on a l'impression que tout est fait comme ça. C'est pour ton bien, mais quand c'est pour ton bien, c'est en fait non, c'est pour nous, nos intérêts directs. Alors, tu as parlé de cette question du délit d'entrave. Elle est justifiée dans le texte de loi par l'idée que, au moment de l'IVG, par exemple, il y avait des gens qui étaient farouchement opposés à l'IVG et qui s'enchaînaient à des tables d'IVG pour empêcher la réalisation de l'acte, et donc des gens qui n'avaient aucun lien direct avec les patientes, potentiellement, qui pourraient essayer d'intervenir et de bloquer le processus derrière, d'empêcher la loi de s'accomplir. Et donc c'est justifié comme ça. Mais effectivement, ça induit un flou, c'est-à-dire que n'importe quel psychiatre qui traite un dépressif suicidaire et qui cherche à serait dans ce délit d'entrave. Est-ce que ça, à ta connaissance, ça a été discuté, cet exemple-là a été discuté à l'Assemblée ou... Il y a eu de grands débats. J'ai lu beaucoup de comptes rendus des échanges à l'Assemblée nationale, donc sur le mois de mai 2025, en gros, c'est à ce moment-là que le texte a été étudié. La tenue des débats fait peur, véritablement ça fait peur. Déjà, il y avait un tiers des députés présents, sauf le jour du vote final, donc pour dire à quel point tout ça est pris au sérieux. Et oui, on a vu que certaines journées, sur des amendements, il y avait 70, 80 députés, un hémicycle complètement vide pour quelque chose qui nous concerne absolument tous et qui a un impact sociétal profond.
c'est lunaire. En fait, c'est lunaire. Donc, il y a une apparente légèreté. Vraiment, c'est l'insoutenable légèreté de l'Assemblée, si j'ose dire, où ces sujets d'une telle gravité ne font même pas l'objet d'une présence de la part de nos députés. Donc, après, sur les échanges, il y a une réaction qui me semble symbolique en fait par rapport au reste, c'est celle d'Olivier Falorni, donc rapporteur général du projet de loi, militant assumé pour l'euthanasie depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est le camp, c'est la Macronie, hein, Macronie au sens large, on va dire. Ce monsieur a expliqué dans les échanges à l'Assemblée nationale pourquoi il refusait le terme d'euthanasie. Parce que bon, moi je suis un petit peu bête et méchant, ce qu'il propose, j'ouvre le dictionnaire, il y a écrit euthanasie, quoi. Bon, après peut-être que le Larousse devient complotiste, mais là ça nous emmène dans des discussions compliquées. Mais Olivier Falorni le dit très ouvertement, ce terme est historiquement connoté. Donc on va changer le terme. Donc, déjà ça, là encore, c'est peut-être un petit peu capillotracté, c'est un jeu sur les mots, mais c'est important et ça valide cette magnifique phrase mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Déjà, avec l'IVG, on avait eu ça. Je le redis, c'est pas une question pour ou contre l'IVG, chacun a son idée. Mais l'interruption volontaire de grossesse, ça n'existe pas. On n'interrompt pas une grossesse. On peut interrompre la lumière avec un interrupteur, mais on ne peut pas arrêter une grossesse et la reprendre 2 ans après. Ça n'existe pas. Donc on voit bien que déjà on avait refusé de nommer cette action-là avortement. Ça fait moins bien, quoi. Tu veux dire, les termes même fait plus réfléchir. Il y a comme un vocabulaire administratif qui va pacifier la violence de la réalité sous-jacente, quoi. Absolument, absolument. Et je prends cet exemple-là parce que le fait de tordre le réel, de le rendre plus acceptable, peut-être plus doux, tout ce projet de loi est recouvert d'une sorte de peinture qui va dans cette idée-là. C'est-à-dire, on nomme différemment les choses, donc c'est l'aide à mourir. Il y a quelque chose. Gabriel Attal a parlé de soins. Là, le 12 juin, si je ne dis pas de bêtises, sur France 2, Gabriel Attal a parlé de soins. Il a parlé de l'aide à mourir comme un soin. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de tordre le réel, de tordre les mots, et tout le projet de loi est comme ça. C'est d'abord une insulte à l'intelligence des gens, alors qu'on touche à ce que chacun d'entre nous a de plus intime et de plus personnel. Sauf erreur, tout le monde va mourir. Là, normalement, les statistiques sont formelles. On est à 100%, ça ne rate pas. On va tous mourir à un moment donné. Et pourtant, on a réussi à faire passer ce projet de loi comme si on étudiait la courbure des concombres ou la recette des pizzas. C'est passé, mais vraiment au second plan, avec un jeu sur les termes où on a tordu le réel en permanence. Le délit d'entrave, c'est pareil. C'est une insulte à l'intelligence des gens. À la fois de la personne qui se dit que l'aide à mourir peut être une solution pour elle, et qui va peut-être réfléchir et changer d'avis, mais à la fois pour son entourage, qui va miser sur l'intelligence de cette personne, qui va miser sur son cœur en disant discutons, échangeons, ce qui peut-être ne changera pas l'issue finale, mais c'est de l'humain de réfléchir, de s'accompagner, de changer d'idée ou pas. Et tout ce projet de loi est comme ça. C'est une insulte permanente à ce qui fait la communauté humaine, l'entraide, le cœur, l'intelligence collective, l'intelligence individuelle, et c'est une insulte aussi à l'intelligence du peuple, parce que là encore, hein, en étant un petit peu bête et méchant, il est quand même très curieux que ces projets de loi sociétaux d'ampleur comme l'IVG ou aujourd'hui l'euthanasie, on nous les justifie en disant mais c'est un besoin humain, c'est une évidence, il faut le faire, vous comprenez. Qui peut s'opposer à ça? Et curieusement, il n'y a jamais de référendum. C'est très curieux. C'est très curieux pour ces projets de loi d'une rare évidence qui s'imposent d'eux-mêmes. Si on les écoute, il n'y aurait même pas besoin de faire de vote. Mais il n'y a pas de référendum. Il n'y a jamais de référendum. C'est tellement évident qu'on ne demande pas à ce peuple qui est concerné en premier lieu, parce que cette loi ne concernera pas ceux qui la votent, hein, évidemment. Ça va concerner des gens en difficulté, qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer des soins. On y viendra d'ailleurs sur la question des antidépresseurs. Il y a une réflexion intéressante là-dessus. Cette loi ne concerne pas ceux qui vont la voter. Et pourtant, ne demande pas au peuple. Et ça aussi, ça me révolte en tant que citoyen, parce que c'est une insulte à l'intelligence et une insulte à l'intelligence collective. Oui, dans ce que tu dis, il y a cette idée de la torsion des mots, si j'entends bien, et puis au fond d'un mensonge, hein. C'est-à-dire, on essaie de nous fourguer quelque chose qui n'est pas le contenu réel et qui ne donne pas une vision exacte de la réalité pratique, hein. Comme tu le dis, quand Gabriel Attal parle de soins, on imagine voilà, quelqu'un qui tient la main, etc., qui accompagnerait jusqu'au bout. C'est pas tout à fait ce qu'il y a derrière, le refus du mot euthanasie par Olivier Falorni. Et puis tu dis que ça concerne tout le monde et qu'au fond ça justifierait d'un référendum.
quelque part que les gens s'en emparent. Alors peut-être tu es influencé par la démocratie référendaire suisse qui fait appel à ces votations. J'ai plusieurs questions pour toi. La première, c'est que tu as évoqué cette idée que l'agenda parlementaire, au fond, n'était pas fixé par les vraies préoccupations des gens, par un ordre du jour qui émane de nous-mêmes, mais que certains posaient sur la table certaines propositions de loi venues de groupes de réflexion, de think tanks, de groupes d'influence, et en l'occurrence d'une partie de la franc-maçonnerie qui est le Grand Orient majoritairement. Toi, tu as un peu parlé de ça dans certaines vidéos, non? Absolument, absolument. Et là encore, pour poser le cadre, ça n'est pas une critique pour ou contre la franc-maçonnerie. Chacun aura son avis là-dessus, j'ai le mien également, mais qui n'a pas d'intérêt ici. La seule chose que je veux exposer et mettre en lumière, c'est qu'il y a une influence majeure d'une association qui s'appelle l'ADMD, donc c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est une association ouvertement franc-maçonne. C'est un article Journal du Dimanche, là encore, je cite, qui la présente comme historiquement liée à la franc-maçonnerie. Donc, c'est bien, c'est mal. Qui a été fondé même par le président du Grand Orient, je crois. Enfin, à l'époque, je sais pas si on dit président, directeur général ou je sais pas quoi. C'est Pierre Simon, non, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Pierre Simon, qui est dans les années 70-80, était un personnage, pour la parenthèse, très influent sur justement les projets de loi sociétaux. C'est le père du planning familial. Donc c'est un personnage qui a grandement accéléré la question de la contraception en France. Là encore, chacun il pensera ce qu'il veut. C'était l'un des conseillers de Simone Veil au moment de la rédaction de la loi sur l'IVG. Et ce personnage a toujours gravité un petit peu dans l'ombre du pouvoir français. Il a été effectivement président oui, pareil, je ne sais pas trop quel est le statut, c'est comme à Poudlard, est-ce que c'est directeur de l'école ou je ne sais pas, d'une grande loge de franc-maçonnerie en France, par 2 fois d'ailleurs, sur 2 périodes différentes. Et ce monsieur-là a créé également l'association ADMD. Donc, c'est dire à quel point les ramifications avec la franc-maçonnerie sont claires. Ce qui m'a interpellé encore plus, c'est que quand on va sur le site de l'ADMD, ils ont une page où ils présentent leur comité d'honneur. Donc vraiment, vous allez sur le site de l'ADMD, il y a une page comité d'honneur, et vous voyez des personnalités en lien avec l'ADMD qui figurent au comité d'honneur. Alors, il y a des personnalités un petit peu baroques, des chanteurs, des artistes, bon, pourquoi pas. Et en bonne place figure un certain Olivier Falorni. Donc, on a le rapporteur général de la loi qui est en lien direct avec cette association, suffisamment pour figurer au comité d'honneur. Est-ce que Olivier Falorni lui-même est franc-maçon? Ce serait bien de dévoiler des conflits d'intérêts, parce que pour moi, c'en est un également à ce moment-là. Mais c'est dire à quel point... Je crois que ça a été dit qu'il l'est, et de toute manière, il l'a parlé plusieurs fois, comme le professeur Touraine, devant le Grand Orient de France sur ces sujets-là, quoi. Absolument. Après, parler devant une loge ne valide pas forcément votre adhésion. Enfin, Emmanuel Macron, typiquement, on a parlé récemment. Sauf erreur, il n'y a pas eu d'affiliation, mais à creuser. Ce serait intéressant et ça nous amènerait sur un autre sujet. Mais la DMD... Rien que ça pose problème. C'est-à-dire qu'au niveau européen, n'importe quel lobby doit se dire, se déclarer combien il finance, qui sont ses membres, qui sont les activistes et leur nom, leur identité, qui sont auprès des députés. C'est le minimum de transparence, on va dire. On voit que c'est déjà problématique, même en annonçant la transparence, ça ne suffit pas à garantir que, et une grande partie des projets de loi au niveau européen comme au niveau français sont écrits directement par ces lobbies. Et là, on a un lobby qui ne dit pas son nom, au fond. Absolument, absolument. Et en plus, je pense que c'est un lobby à tendance théologique. C'est-à-dire, alors après, il y a différentes loges, il y a différentes obédiences, c'est complexe, mais la franc-maçonnerie en tant que telle a des ambitions théologiques. Donc, si demain, on avait au gouvernement ou à l'Assemblée nationale 12, 13, 14 imams ou des évêques ou des rabbins ou je ne sais quel personnage qui se rapporterait à un culte spécifique, ce serait un scandale. Ce serait une atteinte à la laïcité. Or là, la franc-maçonnerie, qu'on pourrait caricaturer un peu vite en étant la religion de la laïcité, ça ne dérange personne. Il n'y a aucune obligation de dénoncer des conflits d'intérêts qui, pour moi, factuellement en sont. Et je le redis, chacun trouvera ça bien ou mal, c'est pas le sujet. Mais c'est juste, comme tu le dis, d'expliquer qu'il y a un conflit d'intérêts majeur dans les plus hautes instances de notre pouvoir et qui, avec la question de l'aide à mourir, s'est matérialisé, mais à ciel ouvert. C'est-à-dire, même sur la question des sondages, sur l'aide à mourir, là, depuis 2022-2023, tous les ans, on a droit à un sondage qui nous explique, mais je prends celui de 2023, 70% des Français sont favorables à promouvoir une aide active à mourir.
Là, en avril 2025, un autre sondage, 74% des médecins sont favorables à l'aide active à mourir. J'ai remonté tous ces sondages parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un seul qui a été fait par un autre institut que l'IFOP. C'est un sondage de 2024 qui a été fait par l'Institut Cluster 17. Tous les autres sont faits par l'IFOP, en tout cas depuis 2022. Curiosité, qui commande ces sondages? L'ADMD, à chaque fois. Donc là, on a les ramifications d'un véritable problème législatif, quoi. C'est-à-dire, on a une loi qui est poussée par un lobby qui a des membres, en tout cas du comité d'honneur, qui a un membre comme rapporteur général. Et en plus, les seuls sondages qui font autorité dans les médias sont commandés par ce même lobby. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Tout ça mis sur la table, ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, d'autant que ça n'est pas dit, écrit. À la limite, ce serait explicite, on pourrait discuter, mais là, on ne sait pas. Comme tu dis, il y a une sorte de généalogie à cette loi. Elle sort pas du chapeau de nulle part, hein. Elle vient d'un long travail, on pourrait dire, en profondeur, fait par la DMD. Et c'est vrai dans les autres pays aussi, où des associations comme Death with Dignity, Death and Compassion, des choses comme ça, sont à la manœuvre pour aller s'introduire dans l'agenda parlementaire et mettre en place des transformations sociétales sous la forme de loi. Et quand on s'intéresse au financement et aux têtes de proue de ces associations, effectivement, on retrouve des gens qui sont clairement affiliés à des mouvements discrets ou secrets d'influence, comme la maçonnerie ou d'autres, mais aussi liés au philanthrocapitalisme, ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme, c'est-à-dire des financements par des grandes fondations. Je pense à Death with Dignity, qui est financée entre autres par la fondation Hewlett, vous savez, de Hewlett-Packard. Et cette fondation Hewlett ne vient pas de nulle part elle-même. Si on pousse la généalogie, c'est la même chose que pour Pierre Simon, hein, tu parlais du planning familial, mais le planning familial ou la PMI, la protection maternelle et infantile, elles-mêmes viennent des eugénistes du début du XXe siècle et de la fin du XIXe, qui ensuite, pendant le régime de Vichy, sont particulièrement illustrés, notamment avec Alexis Carrel et d'autres, à l'université Lyon 2, et qui sont des gens qui avaient un discours ouvertement eugéniste et malthusien, en disant nous sommes trop nombreux, et puis il faudrait quand même éliminer les débiles, les défaillants, etc. Et donc, on comprend qu'Olivier Falorni va y couper avec cette filiation. Cela dit, elle existe. Et on a quand même l'opacité en France, ça, mais qui finance la DMD? D'où vient d'où vient leur argent, quoi. Si c'est la fondation Hewlett, si on va sur leur charte, la fondation Hewlett l'écrit noir sur blanc. Nous avons bien avancé avec l'avortement pour la dépopulation. Nous allons avancer maintenant de manière tout à fait importante sur la dépopulation et l'eugénisme grâce à l'aide à mourir. Et donc là, on est assez loin de la dignité, de l'entraide fraternelle pour celui qui souffre. On est sur effectivement se débarrasser de celui qui est la bouche inutile à mourir. Complètement. Complètement. Et c'est une excellente chose que tu rappelles sur le courant économique qu'est le malthusianisme, qui est important, vraiment, qui est un rappel très important pour comprendre à quel point c'est un autre de mes chevaux de bataille en ce moment, c'est d'expliquer, de tenter d'expliquer aux gens et de partager cette réflexion qui est de dire arrêtez d'être complotiste, c'est fatigant. Vraiment, regardez le réel, regardez ce qu'on a sous les yeux, ça suffit. Et le malthusianisme, qui est un courant économique de la fin du 19e, fin 18e, début 19e, sauf erreur, développé par un monsieur britannique, enfin anglo-saxon, qui s'appelait Thomas Malthus, sympa comme tout, et qui expliquait que la croissance est corrélée à l'évolution de la démographie. Et que si vous ne maîtrisez plus votre démographie, à un moment donné, votre croissance va se péter la gueule. Bon, de là est née une réflexion assez simple, il faut maîtriser la démographie. Et quand la démographie vous échappe, il faut la réduire. Donc un autre philosophe italien, un philosophe italien qui s'appelait Marinetti disait « la guerre est l'hygiène de l'homme ». On a eu deux guerres mondiales au XXe siècle, donc déjà, c'était pas trop mal. En ce moment, on est dans une ambiance un peu tendue. Mais en attendant une bonne vieille guerre qui fait plaisir aux industriels, parce qu'on sait que la guerre relance la croissance et la démographie, évidemment, en attendant, il faut bien trouver des moyens d'encadrer cette démographie qui est devenue hors de contrôle. Et effectivement, ce courant économique, il existe. Moi, je l'ai appris en classe prépa, je l'ai appris à l'école. Donc, il n'y a absolument rien de complotiste ou de sombre ou d'occulte là-dedans. C'est un courant économiste connu et reconnu
qui n'a pas disparu. Donc, il est peut-être dans quelques têtes à droite à gauche, peut-être chez les membres du World Economic Forum, mais j'irai même pas là, pour ne pas, même pas teinter le discours d'un soupçon de peut-être de complotisme qui ferait trembler Julien Pain, parce que c'est une réalité économique qui existe. Et que nous avons des dirigeants dans un projet néolibéral qui voient la démographie comme une menace. Alors, après, il y a la démographie d'immigration qui va permettre de faire entrer une main-d'œuvre à bas coût pour tirer les salaires vers le bas. Ça, c'est pour faire un peu de marxisme. Mais après, votre démographie, elle va exploser par le jeu des naissances, par tout ça. Et ça, il faut le maîtriser. Donc, je pense profondément, et c'est peut-être le sous-jacent intellectuel de ce projet-là, il y a une volonté d'encadrement de la démographie. Et ça n'est pas pour rien que l'une des premières notes, avant même le retour des débats à l'Assemblée nationale, fin avril 2025, mai 2025, on avait déjà la note Fondapol de février dont je vous parlais, qui avait déjà calculé les économies potentielles. On voit bien qu'on est du coup dans la rationalisation de la vie humaine, à la fois sur la question de l'encadrement démographique et également sur la question financière. Mais ce qui est... c'est cynique, mais c'est compréhensible. On parle de vie humaine, donc quand on oublie ce rapport-là à l'humain, et ce qui est leur cas, bon, bah, effectivement, l'humain devient une donnée dans un tableau Excel. Donc ça n'est pas du tout mon point de vue, mais dans leur esprit de gestionnaires néolibéraux, ça se tient, quoi. Ça se tient, c'est des ressources humaines. On retourne à ce terme-là, en fait, qui est d'un cynisme absolu. Oui, on avait vu dans le travail que finalement la créativité de l'humain est réduite à ce que tu dis, les ressources humaines, que le management finalement se transforme en une sorte de gestion comptable utilitariste du cheptel, et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe autrement à l'échelle d'une population, surtout quand elle devient nombreuse et difficile à gérer humain par humain. On gère des grands groupes, des clusters, et on le gère de manière rationnelle, c'est-à-dire vous avez une pyramide des âges où il y a plus de gens âgés que de gens jeunes, il y a un défaut de répartition dans notre système de retraite, nous sommes en déficit. Bon, bah, effectivement, une gestion rationnelle, stricte et froide, confiée à une intelligence artificielle, dirait, bon, bah, débarrassez-vous des vieux, quoi, et faites venir des jeunes. Et on voit que les lois sont exactement faites dans ce sens-là, et la propagande d'État. Il faut un réarmement démographique, sous-entendu, faites des bébés, faites-le en plus plutôt avec de la PMA, parce que ça fait un business. On pourra acheter et vendre des bébés, puis en plus, on les fera parfaits. Parce que si vous les faites naturellement, madame, c'est un caprice, vous risquez de faire un débile. Bon, alors que si vous l'achetez ou vous le faites sur commande dans de la PMA, là, on pourra l'optimiser. Parce que s'il n'est pas comme il faut, on s'en débarrassera, puis vous aurez que des bébés comme il faut. Et puis de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, il y a cette idée de se débarrasser des personnes âgées ou des gens qui souffrent ou des insuffisants. Bon, ok, tout ça paraît tout à fait rationnel. Et froid, mais on a déjà l'expérience de ça, non? Historiquement, on n'en est pas au coup d'essai, si tu veux. Le soviétisme comme le nazisme, comme finalement toutes les idéologies totalitaires, ont toujours procédé de cette gestion comptable du cheptel humain. Complètement. C'est tout le travail d'un monsieur que je trouve admirable, alors bien que parfois un peu dépassé par son militantisme, mais à la limite c'est bien parce qu'il est entier, c'est monsieur Johan Chapoutot, qui a développé ça dans un bouquin qui s'appelle Libre d'obéir. J'invite vraiment nos spectateurs à lire ce bouquin. Et Johan Chapoutot développe l'idée de dire, OK, la Seconde Guerre mondiale, enfin le régime nazi, on l'a mis derrière nous, et notamment avec la Shoah. On s'est dit, voilà, on accepte, voilà, on élimine ça. La Shoah, c'est derrière nous, on le considère. Ça reste évidemment présent comme l'un des pires massacres de notre histoire. Mais c'est bon, c'est derrière nous. Et sauf qu'on a refusé de voir la continuité avec le régime nazi, la continuité notamment intellectuelle. Et Johan Chapoutot va questionner ces autres ramifications que l'on a refusé de traiter, de soigner, si j'ose dire, et notamment les ramifications entre les méthodes managériales du nazisme et les méthodes néolibérales. Et pour cela, Johan Chapoutot prend l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Reinhard Höhn, qui a été dans l'état-major nazi. En gros, ce monsieur a auguré de certaines méthodes de management. Pour vous donner un exemple clair sur sa vie, il pilotait plus ou moins la gestion des ressources humaines, donc notamment des réflexions sur les camps de concentration, hein, pas d'extermination. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, bon, il s'est un petit peu fait oublier. Et Reinhard Höhn est revenu dans les années 50-60 et il a fondé l'une des premières écoles de management en Europe. Il a enseigné des méthodes de management à des milliers de cadres allemands, y compris dans l'administration de l'Allemagne de l'époque. Et ce monsieur a fait autorité, alors que son passé était connu et il n'y avait pas de problème, et malheureusement, c'était le lot de beaucoup d'Allemands.
Et il a fait autorité pendant des décennies. Et donc, ce que questionne Johan Chapoutot à travers l'exemple de Reinhard Heine, c'est justement ça, de dire, OK, il y a la Shoah, évidemment, c'est une chose, mais regardons aussi les autres ramifications, ce que nous n'avons pas gommé entre le régime nazi et nous, et notamment sur la considération de la vie humaine comme d'une ressource. Dans les camps de concentration, c'est l'exemple le plus cynique, le plus sordide, l'humain en est réduit à sa capacité de production, à travers un numéro. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un humain n'a plus de prénom, il n'a plus d'identité, il a un numéro, et il est productif ou pas productif. Et s'il n'est pas productif, tout le monde connaît l'issue terrible. Donc, évidemment, on est dans le point Godwin à aller faire le comparatif avec le point nazi. Mais en même temps, le point Godwin ne doit pas non plus nous éloigner d'une réflexion sérieuse, cohérente, qui est de dire quel est le lien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce néolibéralisme galopant où l'individu devient une bouche à nourrir, devient un poste de dépense et un poste de revenu, est-ce que franchement, on a avancé? Est-ce que franchement, on a gommé les ramifications qui pourraient nous rapprocher, même sur le plan purement formel, hein, du régime nazi et d'autres régimes qui ont initié ce genre de méthode? Et cette question, c'est un vide abyssal parce qu'on refuse de la traiter, on refuse de la voir. Mais malheureusement, ce genre de projet de loi nous y ramène. Qu'on le veuille ou non, ça nous y ramène. Ça nous ramène même, si on veut éviter le point Godwin et le rapport avec le Troisième Reich, ça nous ramène à ce que faisaient les États-Unis au début du XXe siècle. On rappelle que les premiers cas d'eugénisme avaient lieu, enfin les premiers cas d'eugénisme au XXe siècle ont eu lieu aux États-Unis. Ces jeunes femmes qui étaient jugées folles et qu'on avait stérilisées pour pas qu'elles se reproduisent. Donc, c'est bien beau de faire du Troisième Reich l'immense fantôme qui catalyse toutes les horreurs, et parce que c'est le cas, évidemment. Mais il ne faudrait peut-être pas non plus oublier les responsabilités d'autres pays qu'on considère aujourd'hui comme les plus en pointe de nos systèmes politiques et intellectuels, et je pense notamment aux États-Unis. Et l'eugénisme aux États-Unis, c'était quelque chose, c'était véritablement quelque chose. Je ne dis pas qu'il y a des liens directs avec tout ça, mais je dis qu'il faut quand même garder l'esprit froid pour questionner le fait de savoir si nous avons vraiment gommé ces ramifications ou pas, et faut-il y voir une continuité? Ouais, tu cites Johan Chapoutot, qui est cet historien du nazisme, qui réfléchit beaucoup à cette disparition ou non, ou au contraire à cette espèce de dilution en filigrane dans l'ensemble de nos structures managériales, comme dans nos structures soi-disant démocratiques, mais ayant toujours derrière la même idéologie profonde qui dépasse la question du nazisme et qui a été, pour moi, assez bien traitée par Adorno ou Horkheimer, qui sont des philosophes et des sociologues de l'école de Francfort, qui ont réfléchi à ce qu'ils avaient appelé la rationalité instrumentale, c'est-à-dire l'humain comme un instrument de ma jouissance, un instrument de mon potentiel économique, de mon enrichissement ou de choses comme ça, mais l'autre pas comme une fin, mais comme un moyen. Et en permanence voir l'autre comme un moyen de réaliser quelque chose plutôt que comme une fin en soi, un être humain avec sa dignité. Et au fond, cette idée-là, très technocratique de gestion du groupe humain, elle naît avec le monde industriel, effectivement, avec le 19e siècle, avec le monde colonialiste et la gestion, au fond, du cheptel d'esclaves dans les colonies. Et l'épidémiologie naît à ce moment-là. Il s'agit de maintenir en bonne santé, mais pas trop, le cheptel d'esclaves pour qu'ils puissent travailler, se reproduire, mais qu'ils ne deviennent pas trop nombreux pour pas non plus remettre en cause l'autorité du maître. Et puis, où son corps, au fond, est jugé pas du tout comme un sanctuaire, mais comme quelque chose dont on peut disposer à volonté. On a tous en tête La Couleur pourpre, tous ces films où les esclaves sont violés par le maître, font créer des mulâtres, des enfants métis mulâtres, et puis voilà, en fait ça fait partie d'une espèce de droit de cuissage où le corps des esclaves n'a pas de liberté propre. On a l'impression que dans notre système, petit à petit, notre corps perd sa liberté, et qu'une des conséquences potentielles de cette proposition de loi, ce serait qu'à la fin, quelqu'un qui voudrait mourir spontanément en allant jusqu'au bout, on pourrait lui rétorquer, écoutez, c'est un caprice, monsieur, vous coûtez cher, il va falloir quand même faire une euthanasie ou un suicide assisté maintenant. Est-ce que tu as eu des anecdotes comme ça de personnes handicapées ou qu'on pourrait dire fragiles, à qui il est maintenant plus spontanément proposer un suicide assisté ou une euthanasie qu'un soutien réel du handicap?
Alors, j'ai pu voir quelques retours, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense à des gens comme Claire Fourcade qui ont été très mobilisés sur la question de l'aide à mourir, qui, elle, de par sa profession dans le monde médical, faisait remonter déjà des retours d'expérience une fois la loi votée, où dans les cabinets, il y avait déjà des patients qui disaient bah, c'est bon, j'ai le droit. Mais là, on touche à une loi commerciale basique. L'offre crée la demande. Donc, pour parler en bon néolibéral, on est en plein dedans. Je prends les chiffres, hein, par exemple, qu'il y a aux Pays-Bas, c'est le Figaro le 23 mai 2025 qui avait sorti un papier là-dessus. Je vous lis le petit extrait pour bien prendre conscience à quel point l'offre crée la demande. Les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, comme les Pays-Bas ou l'Oregon, donc l'État aux États-Unis, voient leur taux de suicide augmenter. Aux Pays-Bas, les suicides non assistés ont grimpé de 28% entre 2010 et 2021, tandis que dans les pays européens sans euthanasie légalisée, ils diminuent. En France, le nombre de suicides est passé de 12 000 en 1990 à moins de 9 000 par an récemment. Donc, ce sont des données, comme disait Churchill, je ne crois aux chiffres que j'ai moi-même falsifiés. Donc, on prend évidemment les pincettes sur les données, on prend le recul nécessaire, mais il y a une loi économique basique qui est que l'offre crée la demande. Et donc, partant de là, c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette loi. Parce qu'il y a des sous-jacents idéologiques, comme on vient de le dire, il y a des sous-jacents néolibéraux qui nous éloignent complètement de la question de l'euthanasie. Parce que vous ouvrez une porte que des gens n'auraient pas considérée normalement. Mais c'est normal presque, j'ai envie de dire. Ça nous rapproche d'une question, même si les débats sont immenses et sont différents, mais ça nous rapproche de la question du changement de sexe. Un individu de 15 ans qui est mal dans sa peau, qui a du mal à trouver sa place dans la société, a du mal à construire son identité, si à l'école on lui enseigne qu'il existe une porte désormais ouverte, qui lui dit mais peut-être que tu as du mal à trouver, à savoir qui tu es, parce que juste tu n'es pas dans le bon corps, ou toutes ces questions-là, assez contemporaines. Bien sûr que cette situation existe. C'est comme l'euthanasie. Bien sûr qu'il y a des gens qui souhaitent aller vers l'euthanasie parce que leur vie est rendue impossible. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne sont pas nés dans le bon corps. Oui, c'est vrai, évidemment que ça existe. Mais quand vous ouvrez la porte, vous en faites une forme de promotion. Une promotion factuelle. Promotion factuelle. Et c'est ce qui me fait peur avec ça, c'est que on va créer, il y a une forme d'incitation en vérité. Il y a une forme d'incitation qui recoupe avec ce qu'on disait, ça n'est que mon avis purement subjectif. Cette incitation, elle a d'abord des visées idéologiques et économiques, mais en tout cas, elle est là. En tout cas, elle existe. Et quand on pense que, par exemple, quelqu'un comme Sandrine Rousseau, je le redis, insister, mais Jean-Louis Touraine l'a également dit, lui il parle de pied dans la porte, on va aller à un moment donné vers l'euthanasie des mineurs. Qu'est-ce que notre société qui n'est pas capable de dire non à un individu mineur qui souhaite changer de sexe ou s'engager dans une démarche? Notre société aujourd'hui n'est pas capable, par volonté de se coucher devant le désir de l'individu, la crainte du mouvement militant qui va vous censurer, qui va je ne sais quoi. Cette société qui est la nôtre n'est pas capable de dire non à un individu mineur qui veut changer de sexe. Si demain, vous avez un individu de 15 ans qui traverse les troubles de l'âme que l'on a tous connus à cet âge-là, parce que l'idée de trouver sa place, de trouver qui on est, les premières amours, les premières déceptions, on a tous vécu ça. Si demain, vous rajoutez la promotion, enfin, vous rajoutez à la promotion des parcours de changement de sexe, des parcours liés à l'identité au sens large, et qu'en plus, vous rajoutez la question de l'euthanasie, mais sur la question des mineurs, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Et ça aussi, ça m'effraie véritablement. Et cette porte ouverte est pour moi une forme d'incitation, clairement. Il y a un philosophe qui s'appelait Hans Jonas, allemand, qui a parlé du principe responsabilité, l'idée que quand un législateur s'intéressait à poser un projet de loi, il devait réfléchir aussi aux conséquences de ses actes, c'est-à-dire dans une réflexion éthique vis-à-vis des générations futures, avec l'idée que on peut réfléchir de manière synchronique. Synchronique, ça veut dire immédiatement, entre toi et moi, entre nous, frères et sœurs humains. Il nous paraîtrait peut-être légitime d'aider quelqu'un qui voudrait en finir et qui pourrait pas, parce qu'il aurait une tétraplégie, une sclérose en plaques terminale, qui fait qu'il peut pas bouger, etc. Et je pense que dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a aussi cette idée-là, dans l'idée que le consentement peut ne pas être écrit. Ce serait que des gens qui ne peuvent pas écrire puissent quand même le signifier d'une manière ou d'une autre, parce que simplement ils n'ont pas les moyens matériels de pouvoir signer quelque chose ou écrire un texte. Enfin bon, on est au 21e siècle. On peut faire dicter, on peut utiliser plein d'outils techniques pour à la fin réussir à avoir un texte écrit et signé. Mais cette idée dans le principe responsabilité qu'on s'inscrit pas que dans cette vision immédiate des choses, on s'inscrit dans l'idée qu'il y a des conséquences, et il y a des conséquences prévisibles et imprévisibles, et il faudrait quand même essayer de les envisager, essayer de toutes les envisager. Dans ce que tu dis, il y a l'idée que peut-être ce projet de loi là tout de suite
bon, on pourrait peut-être répondre à certaines attentes sur la fin de vie, sur diminuer la souffrance de certains qui ne pourraient pas en finir. Mais les conséquences sont faramineuses parce qu'il y a comme l'ouverture d'un marché économique rentable, probablement. Il y a la continuité d'idéologies relativement nauséabondes dont on connaît déjà les résultats, qu'elles soient eugénistes, qu'elles soient malthusiennes ou autres. Et puis, il y a l'idée que petit à petit, il y a une extension de la cible. Quelque part, les lois précédentes parlaient de, de, de limitation thérapeutique ou de fin de vie pour des gens qui allaient mourir. Et là, c'est une extension aux gens qui voudraient mourir. Je crois que c'est Leonetti, qui avait beaucoup participé aux lois précédentes, qui a dit, ben voilà, il y a un vrai problème, c'est que cette loi ne concerne plus seulement ceux qui vont mourir, mais ceux qui veulent mourir. Et or, le désir, c'est quelque chose que notre société sait très bien travailler et très bien créer. Comme tu dis, on peut créer le besoin, on peut créer le désir, on peut créer votre envie d'avoir telle ou telle nouvelle bagnole ou telle ou telle nouvelle chose dans votre maison, aspirateur et autres. Et si on crée le désir de mourir, et on est dans une civilisation qui peut-être est en train de basculer dans la création d'un désir de mort à mesure, quoi. Complètement. Mais complètement. Et c'est là où, comment dire, c'est un peu ce que développait un philosophe allemand qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui parlait de la société liquide. C'est-à-dire une société qui réussit à prendre la forme des volontés des dirigeants, en gros. En continuité directe de cette théorie, il y a la création de l'individu liquide, c'est-à-dire l'individu à qui on va faire prendre la forme que la société veut, que ce soit idéologiquement, physiquement ou sur le plan vestimentaire. Ça peut être la mode. La mode est une forme d'individu liquide d'une certaine manière. On fait tout pour prendre une forme qui colle bien avec notre société. Et aujourd'hui, en continuité directe avec cette réflexion sur l'incitation, et pour rebondir sur ce que tu dis là, il y a cette création de l'individu liquide, c'est-à-dire prendre la forme des désirs des dirigeants, des désirs de la société. Mais si demain la forme, si j'ose dire, est de ne plus en avoir avec la question de l'euthanasie, ça le fera quand même. Et c'est ce qu'ils tentent de faire, c'est de façonner un individu à qui on peut tout enlever. C'est l'aliénation ultime. C'est-à-dire, on nous a enlevé, on essaie d'enlever la capacité d'action. Donc, tu vois, en France, par exemple, pour faire une manifestation, il faut la déposer en préfecture. Ce qui est complètement déconnant, en vérité. Si tu veux manifester contre un ordre, un ordre problématique et que tu t'en réfères à la préfecture, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on nous enlève cette capacité-là. La capacité de penser, c'est très difficile. Et aujourd'hui, même la capacité de vivre sera conditionnée à une incitation que le gouvernement aura entre les mains. C'est-à-dire, si vous avez mal, que ce soit physiologiquement ou psychologiquement, mais on a une solution, ne vous inquiétez pas, on a des trucs pour vous, on va le faire à votre place, on va penser à votre place et on peut tout gérer de A à Z. Et donc, c'est là où on rentre dans un discours orwellien. C'est devenu un petit peu la tarte à la crème, 1984, on le cite un petit peu tout le temps, mais on est vraiment là-dessus, cet État qui vous a tout pris. Mais qui vous a tout pris parfois au sens d'une certaine manière positif. C'est-à-dire l'État qui par exemple, vous a pris le souci d'être soigné. Il y a des hôpitaux publics, alors qui certes sont pas très bien, enfin plutôt abandonnés par notre État, mais il y a des gens qui font superbement leur boulot. T'en es l'exemple. Donc, on nous a pris le souci du soin, on nous a pris le souci de la sécurité, on nous a pris le souci de l'ordre d'une certaine manière pour pas être à l'état de nature, comme disait Thomas Hobbes. Donc, le fait que l'État nous prenne des choses, c'est pas forcément négatif. Mais il y a parfois des aspects évidemment plus pesants, plus graves, et on est en plein dedans. C'est-à-dire que même la mort nous est aliénée. C'est-à-dire que même la mort, au fond, c'est pas nous qui réfléchissons vraiment. Parce que si on crée une incitation, on l'a vu avec le Covid, ils ont à leur disposition des outils d'ingénierie sociale qui sont poussés. On peut parler des nudges, on peut parler de ces choses qu'on a vues à l'épreuve au moment du Covid, où on nous a fait gober des choses complètement dingues. On parlait du bon sens tout à l'heure et du fait que ça n'existe pas dans la vraie vie. Bon, ben là, si. Ils nous ont expliqué que boire un café debout était plus grave que assis. Et on l'a accepté. Alors, certains s'y sont opposés, évidemment, mais ça a été intériorisé dans notre société. On a posé ces codes-là. Donc, si demain, l'incitation à la mort, par l'utilisation de ces outils, ben, cette incitation, elle va devenir évidente. Ça sera une possibilité où, dans une société en perte de repères qui perd aussi sa gravité, bah, on dira, bah, après tout, pourquoi pas? De toute façon, j'ai plus un copec, j'ai mal au genou,
j'ai pas d'amis, je suis pas en couple. Bon, bah, sur le papier, ça a l'air moins pénible, ce qu'ils me proposent là. En plus, j'en ai pour 7000 balles, de toute façon, l'État va sûrement payer. C'est sordide ce que je dis, j'en mesure toute la gravité. Mais c'est ce vers quoi on va, d'une certaine manière. Ouais, donc il y a une aliénation intégrale, une sorte d'expropriation de nos propres vies, et avec l'idée que nos capacités et nos libertés, au fond, à partir du moment où elles se transforment en droit positif, sont circonscrites. Vous aviez la liberté de vous suicider, vous aviez la liberté de demander à quelqu'un de vous aider à le faire, et puis de passer entre les gouttes. Bon, voilà. Mais là, il y a un cadre qui est créé dont on ne peut plus sortir. Une boîte qui crée ce que Bernard Stiegler et le groupe Ars Industrialis avaient appelé la prolétarisation intégrale, c'est-à-dire c'est plus vous qui maîtrisez les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs théorisés, vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place et vous êtes comme infantilisé. On voit que cette idée-là, elle est effectivement à 360 degrés. Hein. Votre logement vous appartient plus, quand bien même vous pensez que vous l'aviez payé les yeux de la tête pendant 30 ans, vous continuez à payer une taxe foncière, une taxe je sais pas quoi. Vous dites mais pourquoi en fait j'ai déjà acheté quoi. Et ma question c'est que tu dis que c'est l'État, mais il me semble que est-ce que c'est vraiment l'État ou est-ce que l'État est le moyen d'une autre dépossession qui est celle de la finance justement, que peut-être si on pourrait imaginer que demain ton suicide assisté sera un abonnement potentiel à une grande multinationale qui te garantira pour les paillettes, le feu d'artifice le dernier jour, petite coupe de champagne au dernier moment. Voilà, on peut aller loin. Hein. On a vu que pendant le Covid, certains se faisaient proposer une pipe dans les quartiers chauds de Hollande pour avoir droit à bon bah pourquoi pas pour la dernière fois on y va, hein, foutu pour foutu comme dit Michel Blanc dans les bronzés fonds du ski. Mais effectivement, et là ça devient sordide, ça devient grotesque. On n'est plus du tout dans dans l'entraide, la dignité, on parle de toute autre chose. Complètement. Complètement d'accord. Une fois de plus, c'est vrai que mais c'est là où on constate l'absence de pesanteur dans notre monde. C'est-à-dire que est-ce que c'est par la disparition de la religion? Est-ce que c'est par le développement enfin la disparition relative de la religion, par le développement d'idéologies plutôt sulfureuses comme le néolibéralisme ou des choses comme ça? Je ne sais pas quelle est la cause réelle du fait que nos sociétés occidentales, je dis bien occidentales, aient perdu ce contact avec la gravité. Les notions de vie, de naissance, de partage, de mort ont perdu toute leur gravité. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui devrait nous alarmer, qui fait que la mort est une donnée comme à la fois omniprésente, mais qui a perdu toute matière à réflexion. C'est-à-dire que vous allumez Twitter, je vous parie qu'en 10 minutes, vous tombez sur la vidéo de quelqu'un en train de mourir. Ou en tout cas, qu'on est en train de taper, sur qui on est en train de tirer, ou des missiles qui tombent. Enfin, c'est devenu une donnée informationnelle tout à fait classique. On a perdu la gravité par rapport à ça. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'État est le bras armé d'un agenda idéologique où, là encore, la finance est aussi l'un de ces bras armés qui, voilà, de l'œuf ou de la poule. Après, c'est une question structurelle. Je ne saurais pas mettre quelqu'un en haut de la pyramide, si j'ose dire. Mais il y a une volonté idéologique. On l'a scruté tout à l'heure sur l'aspect du malthusianisme, par exemple. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect politique. Mais c'est une donnée qui est là. Alors, on l'enrobera. C'est vrai que tu rappelles les éléments du Covid, c'était complètement sidérant. Je crois que c'était le gouverneur de New York aussi qui avait dit que, un gouverneur d'un État américain qui avait dit que les vaccinés auraient droit à un hamburger et des frites, quoi. Donc, c'est dire à quel point, en plus, on considère les citoyens pour du bétail, véritablement pour du bétail, avec en plus des finesses sophistiques qui sont ridicules. Aujourd'hui, on défend les projets d'euthanasie, les projets de loi d'euthanasie, en arguant de la liberté. Mais quel est le plus grand renoncement à la liberté que de mourir volontairement? C'est-à-dire que une fois que tu as décidé de mourir, tu es libre de le décider. Mais derrière, c'est fini. Ton usage de la liberté, en fait, il s'arrête là. C'est pas comme au Monopoly, tu passes à la casse-prison et tu reprends après. Donc, on voit bien qu'en plus, ça ne résiste pas à l'examen philosophique, à l'examen du bon sens, à l'examen intellectuel. Ça ne résiste à rien, si ce n'est un agenda idéologique qu'ils sont les seuls à pousser. Et c'est là où, pour mettre un peu de positif dans tout le constat qu'on fait, et qui rejoint déjà ce qu'on se disait au moment du Covid, j'invite vraiment nos spectateurs à ne pas oublier leur capacité d'action. Parce que ce projet de loi, comment dire,
ce projet de loi est fait contre les gens qui incarnent ce que nos dirigeants détestent le plus, c'est-à-dire la fraternité, la vie, l'accompagnement, le doute, la réflexion. Dans un monde où pour eux, tout devrait être régi par un tableau Excel, des gens qui vont s'aimer, qui vont s'accompagner, qui vont s'unir, qui vont débattre, qui seront en désaccord sans se désunir, c'est exactement ce qu'ils détestent. Et c'est pour ça que ce projet de loi, à mon sens, il faut lutter contre. Je le redis, c'est pas contre la notion d'euthanasie, c'est que c'est un projet de loi qui est un pas supplémentaire vers la désunion des gens, vers le refus de l'accompagnement, de l'aide, de l'amitié, de l'amour, et le refus de l'usage de notre intelligence à la fois intellectuelle et collective. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut se mobiliser. Je parlais tout à l'heure des effets secondaires invisibles du Covid. On est en plein dedans. Ce qu'ils ont détesté pendant le Covid, c'est que les gens se réunissent, puissent manifester ou même se retrouver dans des bars ou dans des concerts clandestins et se disent, ah ben tiens, c'est marrant parce que toi, tu votes Mélenchon, moi, je vote Le Pen, toi, tu es vacciné, toi, tu n'es pas vacciné, bon, qu'importe. On devrait se mettre sur la gueule, mais en fait, on fait quelque chose de commun. Et ben, ils ont cherché à tout faire péter. On peut citer également les convois de la liberté. C'est l'incarnation de ce qu'ils détestent. Donc, je pense qu'il faut se lever contre ça parce que c'est un pas de plus vers cette société qu'ils envisagent pour nous. Toi, tu es au clair là, vraiment contre ce projet de loi. Moi aussi, hein, je suis assez au clair et comme toi, je suis dans une sorte d'ambiguïté parce que en tant que réanimateur, j'ai participé à de l'accompagnement de fin de vie et voilà, je vois aussi toutes ces problématiques réelles de souffrance qui font que il y a beaucoup de gens qui savent plus trop bien comment se dépatouiller de leur vieille maman qui en finit pas de vieillir, qui veut plus manger, qui est incontinente, etc. et qui sont dans un grand isolement, un grand abandon au fond, et où effectivement, quand on va leur dire, mais regarde, une fin de vie désirable, enfin, dans un feu de joie terminal, on va arrêter tout ça, quoi. Je rappellerai que c'est un des propos d'Hannah Arendt, hein, pas exactement sous la forme que je vais vous dire, mais qui dit que la dernière liberté dans les totalitarismes, c'est le suicide. C'est la seule qui vous reste, quoi. En gros, tout le reste, on vous l'a pris. Donc, exit, c'est le dernier bouton sur lequel vous pouvez appuyer. On va continuer à essayer de réfléchir autour de tous ces sujets. Tu dis qu'il y a une sorte de mobilisation à faire. Pour autant, on a l'impression qu'il y a une sorte de rouleau compresseur, qu'on peut plus dire non, que les médias en fait font une propagande délirante. Il y a des séries télé, des pubs dans tous les sens. Tout est fait pour aller vers cette création du désir dont on parlait, ce nudge, cette guerre cognitive au fond, hein, dans laquelle on est prise, qui fait que nos propres désirs, nos propres pensées et opinions sont comme sculptés à mesure par des agences de com comme Publicis ou autres, et que demain, si on écoute les médias, on pourrait se retrouver à dire ouais, bah pourquoi pas, en fait, un suicide assisté, ça pourrait quand même être sympa, quoi. À la fin, ça m'éviterait bien, en oubliant finalement tout le reste de ce que ça peut provoquer pour la société. Donc encore une fois, il y a un isolement sur nous-mêmes, un repli sur nous-mêmes. Peut-être que pour moi, ça paraît désirable, mais si je me mets un tout petit peu dans la peau de quelqu'un qui a un handicap, qui est dans un fauteuil roulant, qui est en train et qui aurait plutôt besoin d'aide et qui a envie de vivre, on peut se dire que c'est extrêmement violent ce qui est lui imposé à ce moment-là. Quand on lui dit peut-être qu'il vaudrait mieux que tu meurs quand même, ce serait quand même plus simple. Est-ce que tu as des pistes sur ce que pourraient faire les gens qui nous écoutent? Est-ce que toi, tu as pas des recommandations, mais des idées sur comment recréer du dialogue autour de ces sujets? C'est vrai que de prime abord, c'est peut-être le sujet le plus dur. La question de la mort, voilà, c'est la fin du film. Personne n'a trop envie de se poser la question. Effectivement, c'est en soi un sujet éminemment complexe et qu'on préférerait écarter. Là, le problème, c'est que c'est comme dans les beaux matchs de rugby, on ne choisit pas le déroulé du match. Et là, on nous a mis un bel adversaire qu'on n'avait pas prévu, qui a une stratégie qu'on n'avait pas anticipée. C'est que ouvertement, ils mettent le sujet de la mort sur la table. Donc, ça crée une forme de, comment dire, presque de paralysie intellectuelle, où on se dit, mais non, mais moi je veux, ça va, on sort du Covid, on sort de l'Ukraine, on nous met Israël-Palestine, on nous met la politique et tout, j'ai pas envie en plus de devoir, alors que je rentre du boulot, que j'ai pas fait à manger pour les gosses, j'ai pas envie en plus de me plonger dans des vidéos qui vont me parler de la mort, enfin ça va, je vais mettre le big deal, on sera bien, je dis ça sans aucun mépris, j'adore le big deal, mais je comprends tout à fait l'idée que à un moment donné, il y a une forme d'incapacité, il y a une forme de trop-plein, en fait. Alors que je sais que nos spectateurs sont engagés, s'intéressent aux choses. Même nous, on s'est rencontrés par rapport au Covid. Donc, ces moments compliqués qui ont été fondateurs d'autre chose.
Là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur à amorcer. Et effectivement, on a déjà des communautés installées, de gens qui se sont unis à un moment donné, ont accepté de se pencher sur des sujets complexes. Et disons que là, voilà, je suis dans le rugby en ce moment, je suis fan de rugby. C'est comme le concept de double poussée en mêlée, c'est-à-dire les mêlées au rugby où les tas d'hommes qui se mettent l'un sur l'autre. Parfois, vous faites une première poussée, ça suffit pas à faire reculer l'adversaire. Et ben, il faut avoir les ressources pour en mettre une deuxième. Mais c'est très dur, physiquement, c'est très rude, parce que vous avez 900 kilos de bonhomme en face. Bon, ben, c'est un peu ce que le gouvernement nous propose. En tout cas, plus largement, ce que nos dirigeants occidentaux nous proposent. Le Covid, on a tenu. Bon, ben là, ils ont les ressources pour une deuxième poussée, mais qui va dans le même sens. Je pense sérieusement qu'il y a une continuité avec le Covid. Donc, on n'aura pas la même énergie, on n'aura pas les mêmes intentions, on n'aura pas le même engagement. Mais je pense qu'il faut affronter cette question comme on a affronté le Covid, avec curiosité, avec humanité, avec doute, avec volonté de discuter. C'est-à-dire, le repas de famille, vous croisez votre petite cousine qui a 18 ans, elle lève les yeux de TikTok. Tiens, t'as vu passer ça, t'en penses quoi? Ah, ok, donc créer du lien, créer ce lien qu'on a déjà d'une certaine manière essayé tous de faire avec le Covid, et bien là, il faut y aller. Il faut remettre le bleu de travail, il faut s'y filer à nouveau, et ça donne pas envie. Je devine bien que ça donne pas envie, on préférerait parler d'autre chose. Mais il faut y aller. Il faut y aller parce qu'il y a une continuité directe. Donc, on reprend les mêmes armes, on reprend les mêmes idées du débat, de la discussion, du lien pour poser le sujet sur la table. Parce que comme avec le Covid, c'était une question de bon sens. Je veux dire, on a essayé de diviser les gens en disant c'est du complotisme, les anti-vax, anti-confinement, anti-pass. Enfin, c'était une découverte qu'on pouvait être anti-bout de tissu. Je veux dire, anti-masque, c'est quand même une création assez extraordinaire, quoi. Donc, pour dire à quel point leurs outils sont bidons, en plus. Les pour, les contre. Ils n'ont pas encore vraiment osé sur l'euthanasie, mais ça viendra. En tout cas, en France. Hein. Aux États-Unis, ils osent beaucoup plus. Mais avec les pro-life, pro-choice, en plus des termes complètement cons, mais on connaît leurs outils, on connaît tout ça. Je pense que à nous de remettre le bleu de travail sur des choses que l'on connaît aussi et qu'ils détestent tout autant. Donc, j'ai malheureusement pas de solution magique, sinon de dire, on a fait preuve de ce qui fait la lumière, ce qui fait notre humanité, ce qui fait la capacité de doute et d'union. Eh ben, faut y retourner. Voilà, faut y retourner. Et c'est pas fini, mais en même temps, ça va être l'occasion de belles rencontres. Ça va être l'occasion d'entretenir ce lien, d'arroser la belle plante. Là, je vois en fond, là, t'as une plante, voilà, qui vient tout juste de sortir. Donc voilà, on est à ce stade de la plante. Merci beaucoup. Il va falloir recomposer le pack et tenir la double, la triple, la quadruple, la quintuple poussée des espèces de Néo-Zélandais hyper brutaux et gigantesques qu'on a face à nous. Et pour ça, refuser la caricature, refuser d'être catalogué catho-intégriste, pro-life ou progressiste de gauche, la main sur le cœur, qui souhaite le bien-être de l'humanité, alors que tous les autres sont des salauds qui évidemment souhaitent le malheur des autres. Non, éviter toutes ces caricatures et essayer de se réunir effectivement, et puis de rediscuter du sujet, comme tu l'as dit. Il semble qu'un grand nombre de sujets sur lesquels on est convoqué, nous n'ayons comme plus de ressources. Et c'est une des conditions de l'hypnose, la crash induction en hypnose, c'est d'aller prendre, de créer une situation d'incongruité, une situation d'inquiétante étrangeté, parce que on n'a comme pas de répertoire pour faire face à ça. 2 avions dans le World Trade Center, je sais pas, là, je suis perdu, quoi. D'accord, on va mettre des caméras partout sur toute la Terre, empêcher le trafic aérien, d'avoir du dentifrice. Bon, ok, même si ça n'a aucun lien. Pareil, le Covid, purée, une épidémie qui va tous nous tuer. D'accord, je sais pas ce qu'il faut faire. Des masques, se confiner. Ah, ok, bon, si tu veux. C'est comme si dans tous ces moments-là où il y a comme un vide intersidéral de réponses préconçues, on n'a pas de logiciel pour répondre. On devenait une page vierge sur laquelle on peut écrire un nouveau logiciel. Et donc nous implémenter une réaction aussi absurde qu'elle puisse paraître. Et là, c'est comme si on venait nous reconvoquer en disant, mais sur la mort, vous êtes complètement démunis, en fait, vous avez cessé d'y penser, elle a cessé d'être au milieu de vous. Je pense aux amis corses, hein, où en Corse, les femmes étaient en noir, en gros, les 3 quarts de leur vie, parce qu'il y avait un bébé qui mourait, un ami, un cousin, le beau-frère, et il y avait le port du deuil. Et donc la mort était présente, quoi, de manière lancinante, mais les gens savaient faire, ils avaient comme des ressources sur qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt, comment même on prend soin de son corps. Et je connais des communautés où on sait, hein, chez les gitans, ils prennent le corps, ils n'ont pas le droit, mais ils prennent le corps, et ils vont faire la thanatopraxie eux-mêmes. Ils ont complètement pas le droit, mais quand vous, médecin de garde, la nuit, le pack d'en face de gitans vous dit, on emmène le corps de mamie. Vous dites, vous n'avez pas le droit, en fait, hein, elle doit aller au dépositoire, à la morgue et tout ça. Et vous dites, si, on va le faire, en fait. Et vous dites, ok.
bah vous allez le faire alors. Et puis ils le font. Et ça, c'est pour moi quelque part très rassurant. Ça veut dire quand on dit non, on dit non. Et par contre, va falloir inventer autre chose. Et donc sur accompagner les gens qui souffrent sur la fin de vie, sur la mort et tout ça, bah, je pense qu'effectivement il va y avoir besoin d'en reparler. C'est ce qu'on essaye de faire dans ces entretiens. Rémi, merci beaucoup. Je te laisse peut-être un petit mot de conclusion, un mot de la fin, si tu as envie de nous parler de ce que tu fais autour de ce sujet-là et des vidéos que les gens peuvent aller voir ou voilà. Je te laisse le mot de la fin. Un grand merci. Merci déjà, hein. Merci pour cet échange. Vraiment, je me suis régalé. Voilà, j'espère que nos spectateurs prendront autant de plaisir à le regarder que j'ai eu à le faire et à échanger avec toi. Sur Juste Milieu, vous pourrez trouver, il y a 2 vidéos sur le sujet où j'ai parlé de ça. Mais je vous invite vraiment en fait à chercher plus large, multiplier les sources, vous intéresser tout simplement à cette question-là pour valider ou pas ce que vous pensez déjà, qu'importe, mais à bien considérer au moins une chose. Si vous voulez me faire plaisir, bien considérer une chose, que ça n'est pas une question de pour ou contre l'euthanasie. Tout comme d'ailleurs, ça n'était pas une question de pour ou contre le vaccin au sens large, l'idée de vaccin ou l'idée de Covid. C'était ridicule. Ils ont tordu le débat, ils refont la même chose aujourd'hui. On instrumentalise un événement, une situation, pour faire gober autre chose aux gens. Donc, vraiment, aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il y a autour de ce projet de loi, l'agenda qui est poussé derrière, le comprendre, l'assimiler, se lever contre si vous avez envie. Après, chacun a son libre arbitre. Et surtout, ne pas oublier que vous avez eu l'énergie d'être là aujourd'hui. Nos spectateurs, je pense, pour la majeure partie, au moment du Covid, ont tiqué en se disant, tiens, il y a un truc qui ne va pas. Donc, vous avez prouvé votre capacité d'action, votre capacité à penser différemment, à garder la tête haute. Bon, ça ne va pas disparaître comme ça. Vous avez ces ressources-là, quel que soit le sujet. Et n'oublions pas ce qu'a fait notre force à un moment donné, sans rentrer dans une dérive sectaire. Mais n'oublions pas ce qu'a fait notre force, d'être ensemble, de discuter, d'être rassemblés. Et c'est ce qui permettra de nous aider à traverser pas mal d'orages. Donc j'y crois évidemment encore pour cette question-là, de réfléchir, s'engager, discuter, et puis je crois que c'est le plus important. Une fois de plus, finalement, on radote, mais eux aussi. Donc Merci beaucoup Rémi, très bonne journée à tous et n'hésitez pas à continuer à vous renseigner sur tous ces sujets et puis à faire entendre votre voix. Les députés, les sénateurs sont peut-être plus sensibles qu'on croit à l'activisme numérique et donc n'hésitez pas à leur envoyer un tweet, un message ou autre de manière très bienveillante, mais pour les inviter à renouer avec la notion de démocratie. Vous avez votre mot à dire. Il y a plein de choses à faire. À tout bientôt. Merci, au revoir.